Ma sœur, une pilote de ligne, m'a appelé. Je dois te demander quelque chose d'étrange. Ton mari? Est-ce qu'il est à la maison en ce moment? La voix de ma sœur Kai crépitait au téléphone depuis le cockpit du vol United 447. J'étais debout dans la cuisine de notre appartement de Manhattan, observant Eden par l'embrasure de la porte alors qu'il était assis, lisant son journal du matin. Oui, dis-je lentement. Il est assis dans le salon. Le silence qui a suivi semblait anormal. Puis Kai a murmuré les mots qui ont fait voler mon monde en éclats. Ce n'est pas possible, parce que je le regarde avec une autre femme en ce moment même. Ils viennent d'embarquer sur mon vol pour Paris. Derrière moi, j'ai entendu des pas. Eden est entré dans la cuisine, une tasse de café à la main, me souriant avec la même expression qu'il arborait chaque matin depuis 7 ans. La tasse de café dans sa main était celle que je lui avais achetée pour son 40e anniversaire. En céramique blanche avec l'inscription « Le mari le plus adéquat du monde » en lettres noires. Il avait ri en l'ouvrant. Il avait dit qu'elle était parfaite parce qu'il ne faisait jamais confiance à quiconque prétendait être le meilleur en quoi que ce soit. C'était il y a 3 ans, à l'époque où son humour autodérisoire me semblait charmant plutôt que calculé. « Qui appelle si tôt ?» a demandé Eden, se dirigeant vers la cafetière pour se resservir. Sa routine du samedi matin ne variait jamais. Café, le Financial Times, un petit déjeuner léger, puis son match de squash au club de sport à 11h. J'ai serré le téléphone plus fort. La respiration de Kai était audible à travers le haut-parleur. Elle attendait que je dise quelque chose, que je réagisse, que je donne un sens à ce qui ne pouvait en avoir aucun. Mon mari se tenait à 1,50 m de moi dans notre cuisine. Mon mari était aussi apparemment assis en classe affaires à l'aéroport JFK avec une autre femme. Juste Kai, ai-je réussi à dire, surprise de voir à quel point ma voix semblait normale. Vérification avant le vol. Eden a hoché la tête distraitement, versant du café de la main gauche tout en faisant défiler son téléphone de la droite. Tahari a dit bonjour. Peut-être qu'on profitera enfin de ces avantages de vol qu'elle nous offre toujours. Avant de continuer, je veux vous remercier d'écouter ces histoires de trahison et de force. Si vous croyez que tout le monde mérite la vérité dans ses relations, veuillez envisager de vous abonner. Cela nous aide à atteindre d'autres personnes qui pourraient avoir besoin de ces histoires. Maintenant, voyons comment cette tromperie se dénoue. L'ironie de ces paroles m'a tordu l'estomac. Je le regardais se déplacer dans notre cuisine avec la familiarité aisée de quelqu'un qui y avait sa place. 7 ans de mariage avaient créé ses habitudes, où nous rangions le sucre, comment il aimait son café, la façon dont il se tenait toujours au comptoir plutôt que de s'asseoir au bar du petit déjeuner. « Kai, je te rappelle, dis-je doucement. »« Ava, attends. Je dois te dire, sa voix portait la même urgence qu'elle avait eue il y a 3 ans lorsqu'elle avait appelé pour l'infarctus de papa. Cet appel était également arrivé un mardi matin. J'étais dans cette même cuisine en train de préparer le petit déjeuner quand mon monde avait basculé hors de son axe. « Je te rappelle » ai-je répété avant de raccrocher. Eden a levé les yeux de son téléphone. « Tout va bien? Tu as l'air pâle. »« Vraiment ?» J'ai aperçu mon reflet dans la porte du micro-ondes. Les mêmes cheveux au burn attachés en queue de cheval. Les mêmes yeux verts que mon père m'avait donnés. Le même visage qui me regardait chaque matin depuis 37 ans. Mais les mots de Kai avaient changé quelque chose de fondamental. La cuisine semblait différente maintenant. Comme quand on remarque qu'un cadre est de travers depuis des mois. Juste fatigué, dis-je en attrapant ma propre tasse de café. Mes mains étaient stables. 20 ans de travail en tant que comptable judiciaire m'avaient appris à garder mon sang-froid en découvrant que rien n'était ce qu'il semblait être. Des directeurs généraux s'étaient assis en face de moi, mentant effrontément sur des millions manquants, pendant que je hochais la tête, prenais des notes et rassemblais des preuves. « Tu devrais retourner te coucher » a suggéré Eden, son accent britannique enrobant les mots d'une chaleur familière. Cet accent m'avait charmé lors d'un dîner chez un ami commun il y a 8 ans. Il expliquait la différence entre le rugby et le football américain, gesticulant sauvagement avec un verre de vin, qu'il avait accidentellement renversé sur ma robe. Sa mortification avait été attachante. L'avait-elle été? Peut-être, dis-je en étudiant son visage. La même mâchoire anguleuse, les mêmes yeux verts avec des paillettes dorées, la même petite cicatrice au-dessus de son sourcil gauche d'un accident de vélo d'enfance. Chaque détail était exactement comme il devait être. Mon téléphone a vibré. Un message de Kai. Regarde ça maintenant. Une photo est apparue.
À travers le hublot d'un avion, je pouvais voir l'intérieur de la classe affaires. Là, au siège 3B, était assis un homme en costume bleu Tom Ford. La photo était prise de biais, mais le profil était indubitable. La façon dont il tenait sa tête, la courbe de sa mâchoire, la manière particulière dont il gesticulait en parlant. Eden, mon Eden. Il parlait avec animation à une femme blonde qui semblait avoir environ 25 ans, sa main reposant sur son avant-bras avec une intimité désinvolte. J'ai levé les yeux vers l'Eden dans notre cuisine, pull en cachemire gris, lunettes de lecture remontées dans ses cheveux, la même alliance à sa main gauche que nous avions choisie ensemble chez un petit bijoutier de Soho. En fait, dis-je, ma voix étonnamment stable, je crois que je vais faire des crêpes. Des crêpes? Il a haussé un sourcil. Un mardi? Quelle est l'occasion? L'occasion était que ma sœur regardait mon mari dans un avion pendant que mon mari se tenait dans notre cuisine. Et l'une de ces réalités devait être fausse. Mais je ne pouvais pas le dire. Pas encore. Pas avant d'avoir compris ce qui se passait. Une femme ne peut pas faire des crêpes pour son mari sans avoir besoin d'une raison. Il a souri. Ce demi-sourire particulier qui, autrefois, faisait battre mon cœur plus vite. Bien sûr, mais tu sais que j'ai squash à 11 heures. Largement le temps, dis-je en sortant les ingrédients du garde-manger. Farine, œufs, lait. Des choses simples qui avaient un sens. Contrairement à la photo sur mon téléphone montrant mon mari à deux endroits à la fois. Tandis que je mesurais la farine dans un bol, je pensais aux petites incohérences que j'avais ignorées ces derniers mois. La nuit où il était rentré d'un dîner avec un client en sentant un parfum que je ne reconnaissais pas. Le week-end où il était allé à Boston pour une conférence dont je n'ai trouvé aucune trace en ligne plus tard. La façon dont il avait été parfait dernièrement. Trop parfait. Pas d'anniversaires oubliés, pas de chaussettes laissées sur le sol de la chambre, pas d'habitudes irritantes qui m'avaient autrefois rendu folle mais qui semblaient maintenant étrangement absentes. Je t'aime, a dit soudain Eden, s'approchant pour m'embrasser sur le front. Ses lèvres étaient chaudes, familières. Je t'aime aussi, ai-je répondu automatiquement, les mots aussi creux que le verre mesureur dans ma main. Il est retourné à son journal, se réinstallant dans sa routine matinale. Je le regardais tourner les pages avec des mouvements précis. Chaque geste était exactement comme je m'en souvenais, mais la mémoire, j'apprenais, pouvait être fabriquée. La réalité pouvait être modifiée. Et quelque part entre ma cuisine et l'aéroport JFK, mon mariage s'était scindé en deux versions. L'une d'elles était un mensonge. J'ai pris mon téléphone et tapé un message à Kai. Ne laisse pas cet avion décoller. Mais alors même que j'appuyais sur envoyer, je savais qu'il était trop tard. Les moteurs tournaient déjà. La porte était déjà fermée. Et quel que soit le jeu qui se jouait dans ma vie, il avait déjà commencé. Le bruit de la porte de l'appartement se fermant a résonné dans le couloir alors qu'Eden partait pour son match de squash. Je me tenais à la fenêtre, le regardant sortir de notre immeuble, son sac de sport en bandoulière, sa démarche assurée inchangée après toutes ces années. Il a tourné à gauche vers le club de sport, comme il le faisait chaque mardi et samedi. Normal, prévisible, sauf que plus rien ne semblait normal. Dès qu'il a disparu au coin de la rue, je me suis dirigé avec détermination vers son bureau à la maison. Le bureau en acajou que nous avions acheté dans une vente de succession dans les Hamptons se trouvait sous ses diplômes de Cambridge et de la Harvard Business School. Tout était méticuleusement organisé comme toujours, mais l'organisation, avais-je appris au fil des années de comptabilité judiciaire, masquait souvent les tromperies les plus élaborées. J'ai ouvert mon ordinateur portable et me suis connecté à nos comptes joints. Mes doigts se déplaçaient sur le clavier avec la même précision que j'utilisais pour traquer les fonds détournés pour des entreprises du Fortune 500. Les relevés de cartes de crédit se sont chargés lentement, chaque mois révélant un schéma qui me serrait la poitrine. Le voilà, un débit au mandarin oriental de Tokyo du 15 au 18 mars. Je me souviens très bien de ce week-end. Eden était censé être allé dans le Connecticut pour aider sa mère à réorganiser son garage après la mort de son père. J'avais proposé de l'accompagner, mais il avait insisté pour que je reste à la maison me reposer après un audit particulièrement éprouvant. La facture de l'hôtel était pour 2 personnes, service en chambre pour 2, soins au spa pour 2. Mes mains tremblaient légèrement tandis que je faisais défiler plus bas. Le Four Seasons. Un week-end où il avait prétendu être à des dîners de clients dans le centre-ville. J'étais à la maison avec une intoxication alimentaire, trop malade pour me demander pourquoi ces réunions de clients nécessitaient des nuitées dans des hôtels à 40 minutes de notre appartement.
J'ai ensuite consulté sa carte de crédit professionnelle. Plus d'hôtels, plus de restaurants dont je ne l'avais jamais entendu parler, des achats de bijoux chez Cartier qui ne s'étaient jamais matérialisés en cadeau pour moi. Mon cerveau méthodique, entraîné à repérer les irrégularités financières, cataloguait chaque anomalie tandis que mon cœur essayait de les rationaliser. Peut-être que c'était des cadeaux pour des clients. Peut-être que les hôtels étaient pour des cadres en visite. Peut-être qu'il y avait une explication qui n'impliquait pas que mon mari menait une vie entièrement séparée. Mon téléphone a sonné. Le nom de Sophia Chen est apparu sur l'écran. Je suis à 15 minutes, dit-elle sans préambule. Et Ava, tu dois te préparer. Ce que j'ai trouvé, c'est considérable. Sophia et moi avions été colocataires à l'université de New York, toutes deux étudiant la comptabilité avant que nos chemins ne divergent. Le mien vers l'enquête judiciaire, le sien vers ce qu'elle appelait de manière énigmatique, l'intelligence privée. Son divorce avec Richard, le trader de Wall Street qui couchait avec son assistante de 23 ans, l'avait transformé d'analyste d'entreprise en une spécialiste de ce qu'elle appelait la « reconnaissance conjugale ». En l'attendant, j'ai poursuivi mon enquête. Nos comptes d'investissement conjoints montraient une activité régulière. Mais en creusant plus profondément, j'ai trouvé des retraits que je ne reconnaissais pas. De petites sommes au début, 5 000 ici, 10 000 là, toujours juste en dessous du seuil qui déclencherait des alertes automatiques. Le genre de siphonnage systématique que j'avais vu dans d'innombrables cas de fraude, sauf que cette fois, cela se passait sur mes propres comptes. La sonnette a retenti. Sophia se tenait là dans sa tenue habituelle entièrement noire, une tablette serrée contre sa poitrine, son expression grave. Elle avait arboré ce même regard lorsqu'elle avait découvert l'infidélité de Richard. Quand elle avait dû me parler des dettes de jeu secrètes de mon père après sa mort, quand la vie exigeait une honnêteté brutale entre amis. « Montre-moi », dis-je en la conduisant à la table de la salle à manger. Elle a ouvert sa tablette, ses doigts volant sur l'écran avec une efficacité exercée. La femme avec qui ta sœur l'a vue est Madison Val. 26 ans, représentante pharmaceutique pour Silex Industries. Une photo est apparue. Blonde, d'une beauté conventionnelle, de cette manière soignée qui suggérait un entretien coûteux. Elle travaille sur le territoire de Manhattan depuis 2 ans. Ses réseaux sociaux sont principalement privés, mais j'ai réussi à accéder à quelques photos où elle est identifiée. Les images qui ont suivi m'ont fait tomber l'estomac. Madison et Eden dans un restaurant que je ne reconnaissais pas, Madison et Eden dans ce qui ressemblait à un bar d'hôtel à Miami. Madison et Eden à un gala de charité. La même nuit où j'étais à Boston pour une conférence. Depuis combien de temps? Ma voix semblait lointaine, comme si quelqu'un d'autre posait la question. D'après l'empreinte numérique, au moins 3 mois. Mais Ava, ce n'est pas le plus étrange. Sophia a affiché un autre écran. J'ai accédé aux enregistrements de sécurité de ton immeuble grâce à un contact. Regarde ça. La vidéo montrait le hall de notre immeuble mardi dernier. On y voyait Eden entrer à 18h47, une mallette à la main. L'horodatage correspondait à son heure d'arrivée du travail. Tout semblait normal jusqu'à ce que Sophia zoome. Regarde son ombre, dit-elle. L'ombre tombait sous un mauvais angle. Elle vacillait légèrement lorsqu'il passait sous le lustre. Des détails qui seraient invisibles à une observation occasionnelle, mais flagrants pour quelqu'un qui cherche la tromperie. C'est de la technologie de deepfake, a expliqué Sophia. Quelqu'un a inséré de fausses images dans le système de sécurité de ton immeuble. Ce n'est pas un travail d'amateur. On parle d'un logiciel sophistiqué qui coûte des centaines de milliers de dollars à mettre en œuvre correctement. Je fixais l'écran, mon esprit luttant pour comprendre ce que cela signifiait. Pourquoi quelqu'un irait-il jusqu'à de tels extrêmes? C'est ce que nous devons découvrir. Mais il y a plus. Elle a ouvert un autre dossier. J'ai parlé discrètement à quelques-uns de tes voisins. Madame Patterson du Vinci a mentionné quelque chose d'intéressant. Madame Patterson, 78 ans, vivait seule avec ses 2 chats persans, passait la plupart de son temps à observer le couloir à travers son Judas, le système de sécurité non officiel de l'immeuble. Elle a dit qu'elle a vu Eden partir avec des valises il y a 3 mois. Le week-end où tu étais à cette conférence à Boston. Elle s'en souvenait précisément parce qu'il l'avait aidé avec ses courses en sortant. Il a dit qu'il partait pour un certain temps. Je me suis souvenu de ce week-end. La conférence était obligatoire. 2 jours de présentation abrutissante sur les nouvelles réglementations de la SEC. J'étais rentré le dimanche soir pour trouver Eden en train de préparer le dîner.
Poulet au romarin, mon plat préféré. Il avait dit qu'il avait passé le week-end à organiser son bureau à la maison et à rattraper son sommeil. Le bureau avait l'air exactement pareil. Mais je suis rentré et il était là, dis-je, les mots semblant épais dans ma gorge. L'était-il? Où était ce quelqu'un qui lui ressemblait exactement? La pièce a légèrement basculé. Je me suis agrippé au bord de la table, mon cerveau de comptable essayant de créer des colonnes logiques là où il n'y en avait pas, c'est insensé. Les gens ne se font pas simplement remplacer. Non, a convenu Sophia, sa voix douce mais ferme. Ils ne le font pas. Passant des ressources et une planification importante. Ava, est-ce qu'Eden a travaillé sur quelque chose de sensible récemment? Des contrats ou des projets qui pourraient faire de lui une cible? J'ai pensé à son travail récent, fusion, acquisition, les activités habituelles de banque d'investissement. Rien qui ne semblait valoir ce niveau de tromperie élaboré, à moins qu'il y ait quelque chose dont il ne m'avait pas parlé. Un autre secret à ajouter à la pile grandissante. J'ai besoin de voir plus d'enregistrements, dis-je, ma voix plus stable maintenant. Chaque entrée et sortie des 3 derniers mois, les reçus de cartes de crédit, les relevés téléphoniques, tout. Sophia a hoché la tête, déjà en train de taper. Je vais récupérer ce que je peux, mais Ava, tu dois être prudente. Quiconque fait cela, que ce soit Eden ou quelqu'un d'autre, a investi des ressources sérieuses. Ce n'est pas une simple liaison. C'est tout autre chose. Sophia est partie après m'avoir donné un téléphone crypté pour la contacter, m'avertissant d'agir normalement jusqu'à ce que nous comprenions toute l'étendue de ce qui se passait. J'ai passé le reste de l'après-midi dans un état d'animation suspendu, nettoyant des choses qui n'avaient pas besoin d'être nettoyées, organisant des dossiers qui étaient déjà organisés. N'importe quoi pour occuper mes mains pendant que mon esprit parcourait des possibilités de plus en plus folles. À 17h30, j'ai entendu la clé d'Eden dans la serrure. L'homme qui n'était peut-être pas Eden. L'étranger qui avait vécu dans ma maison, partagé mon lit, joué le rôle de mon mari avec une telle précision que je ne l'avais jamais remis en question jusqu'à aujourd'hui. J'ai arrangé mon visage en quelque chose qui ressemblait au calme et j'ai commencé à préparer le dîner. Ça sent incroyablement bon, a-t-il crié, comme toujours. La routine si familière qu'elle ressemblait à une mémoire musculaire. J'ai décidé de faire des scampis de crevettes, la recette de ma grand-mère de Naples. La sauce à l'ail et au vin blanc a rempli l'appartement de son arôme riche. Ce plat particulier avait une signification dans notre relation. Le vrai Eden avait une grave allergie aux crustacés, documentée par 3 visites aux urgences au fil des ans. Son bracelet d'alerte médicale, porté religieusement pendant 7 ans, indiquait spécifiquement les crustacés comme potentiellement mortels. « Ton plat préféré ?» dis-je en posant l'assiette devant lui. Ma voix semblait normale, même agréable. 20 ans à maintenir mon sang-froid lors d'enquêtes sur des fraudes m'avaient appris à compartimenter la panique. Il a regardé le plat avec ce qui semblait être un plaisir sincère. « Tu n'as pas fait ça depuis des lustres. » C'était vrai. Je ne l'avais pas fait parce que mon mari mourrait s'il en mangeait. Mais cet homme a pris sa fourchette sans hésitation, enroulant les linguines avec une aisance exercée, portant une crevette à sa bouche avec appréciation. Aucune réaction, pas de gonflement, pas de recherche d'un épipène, juste un homme savourant son dîner. « C'est incroyable, » dit-il en prenant une autre bouchée. « Ta grand-mère serait fière. » Ma grand-mère était morte depuis 15 ans, mais elle aurait été horrifiée de me voir servir des crustacés à quelqu'un que je testais comme un spécimen de laboratoire. Je l'ai regardé manger, cataloguant chaque geste, chaque expression, cherchant les coutures de sa performance. Alors, je pensais, dis-je en remplissant son verre de vin avec le calme mesuré de quelqu'un discutant de la météo. On devrait rendre visite à ta mère ce week-end. Le vrai Eden aurait immédiatement fabriqué une excuse. Sa relation avec sa mère était au mieux compliquée, au pire toxique. Elle ne m'avait jamais approuvé, ne lui avait jamais pardonné de s'être mariée en dehors de leur cercle social. Nos visites dans le Connecticut étaient soigneusement rationnées, nécessitant généralement des semaines de négociations. Ça a l'air merveilleux, a-t-il répondu sans sourciller. Elle sera ravie de nous voir. Ravie. Sa mère n'avait jamais été ravie de quoi que ce soit me concernant. J'ai senti mon téléphone enregistré depuis sa position derrière la corbeille de fruits, capturant cette conversation qui servirait plus tard de preuve de quoi? Que mon mari avait été remplacé par quelqu'un qui aimait réellement sa mère. On pourrait rester tout le week-end, ai-je continué, poussant plus fort. L'aider avec ce projet de jardin dont elle a parlé.
Parfait. Je l'appellerai après le dîner pour la prévenir. Le vrai Eden aurait préféré une chirurgie dentaire sans anesthésie plutôt que de passer un week-end à faire des travaux manuels pour sa mère. Cet homme échouait à tous les tests, mais réussissait parfaitement à être une meilleure version de mon mari. Après le dîner, nous nous sommes installés sur le canapé pour notre routine habituelle du soir. Netflix, une conversation légère sur nos journées, le silence confortable d'un couple marié depuis longtemps. Sauf que rien de tout cela ne semblait plus confortable. Chaque geste qu'il faisait, chaque mot qu'il prononçait, c'était comme regarder un marionnettiste très doué manipuler des ficelles que je ne pouvais pas voir. Je suis épuisé, ai-je annoncé à 22 heures, en m'étirant de manière exagérée. Cette audite aujourd'hui m'a vraiment épuisé. Tu travailles trop dur, dit-il en m'embrassant sur le front. Les lèvres étaient chaudes, la pression familière, mais fausse d'une manière indéfinissable. Dans notre chambre, je me suis changé en pyjama pendant qu'il se brossait les dents. Les bruits de la salle de bain étaient parfaits, la brosse à dents électrique pendant exactement 2 minutes, le gargarisme au bain de bouche, la routine de lavage du visage. Quelqu'un avait étudié les habitudes de mon mari avec une précision anthropologique. Quand il est monté dans le lit à côté de moi, je me suis forcé à rester immobile. Il s'est tourné sur le côté, me tournant le dos, sa respiration devenant régulière en quelques minutes. Le vrai Eden était un insomniaque chronique qui lisait généralement bien après minuit. Cet homme s'endormait comme quelqu'un sans souci, sans secret, sans une identité volée pesant sur sa conscience. J'ai attendu, comptant ses respirations, jusqu'à ce que je sois certaine qu'il dormait profondément. Puis je me suis glissé hors du lit avec les mouvements prudents de quelqu'un qui désamorce une bombe. Sa mallette était à sa place habituelle à côté de la commode, le cuir usé et doux par des années d'utilisation. La mallette du vrai Eden, portée par un imposteur. À l'intérieur, le contenu habituel semblait normal au premier abord, ordinateur portable, divers dossiers, cartes de visite. Mais sous une pile de portefeuilles d'investissement, j'ai trouvé une enveloppe qui n'avait rien à faire là. Mes doigts tremblaient en extrayant son contenu. Une fiche de paie au nom de Marcus Webb, adresse dans le Queens. Une carte de syndicat d'acteurs. Mais le plus accablant, c'étaient les notes manuscrites, des pages et des pages dans une autre écriture, documentant ma vie dans les moindres détails. Ma routine matinale, jusqu'à la tasse de café que je préférais. Mes tics de langage, avec certaines phrases surlignées. Des détails sur l'histoire de notre relation qui se lisaient comme un scénario préparé pour une audition. Ava aime son café avec un sucre, sans crème. Elle appelle sa sœur tous les mardis et jeudis. L'anniversaire est le 15 octobre. Elle attend des fleurs mais prétend que non. Son père est mort il y a 3 ans. Sujet sensible. Elle a les larmes aux yeux pendant la scène finale de Casablanca à chaque fois. Notre mariage entier réduit à des points. Une étude de personnage pour quelqu'un se préparant à jouer le rôle du mari dévoué. Au bas de la dernière page, une note dans une écriture différente. 3 mois maximum. Maintenir la couverture jusqu'à ce que le transfert soit terminé. 3 mois. Cette performance avait une date d'expiration. J'ai remis les papiers dans la mallette de Marcus avec des doigts tremblants, mon esprit traitant les implications de « transfert terminé ». Transfert de quoi? Nos actifs. L'appartement. Ma vie entière. J'ai photographié chaque page avec le téléphone crypté que Sophia m'avait donné, puis je suis retourné me glisser dans le lit où l'étranger portant le visage de mon mari continuait de dormir paisiblement. Le lendemain matin, dimanche, j'ai observé Marcus accomplir sa routine matinale avec une clarté nouvelle. Chaque geste était étudié, chaque mot soigneusement choisi. Quand il a mentionné devoir aller à la salle de sport, j'ai inventé une crise de client urgente qui nécessitait une attention immédiate à mon bureau. Il a à peine levé les yeux de sa tablette, me faisant un signe de la main avec la distraction de quelqu'un dont l'esprit était déjà ailleurs. Mon immeuble de bureau était vide le dimanche matin, juste des gardes de sécurité et les fantômes des crimes financiers. Je me suis enfermé dans mon bureau d'angle surplombant Park Avenue et j'ai ouvert mon ordinateur portable avec la détermination de quelqu'un sur le point d'opérer sa propre vie. Le logiciel de comptabilité judiciaire que j'utilisais pour traquer la fraude d'entreprise allait maintenant disséquer mes finances personnelles. J'ai commencé par notre compte courant joint. Les 3 derniers mois ont révélé un schéma si subtil que je l'aurais manqué sans chercher spécifiquement un vol. Des virements de 9 999 $, juste en dessous du seuil de déclaration fédérale, vers des comptes que je ne reconnaissais pas. Les banques réceptrices se trouvaient aux Caïmans,
notoires pour leur loi sur la confidentialité et leur résistance aux enquêtes internationales. Chaque virement avait été autorisé avec les identifiants de mon mari à des moments où Marcus était assis en face de moi à dîner ou dormait à côté de moi dans le lit. Le vrai Eden était ailleurs, vidait systématiquement nos comptes pendant que son sosie engagé me distrayait avec des imitations parfaites de bonheur domestique. J'ai suivi l'argent à travers 3 sociétés écrans, chacune enregistrée dans des juridictions différentes, chacune menant à une autre impasse. LuxCorp International au Caïmans, Meridian Holdings au Panama, Apex Investment à Chypre, des structures d'entreprises conçues pour blanchir de l'argent et cacher des actifs à des gens exactement comme moi. La piste s'est refroidie dans des banques suisses dont les lois sur la confidentialité étaient légendaires. 15 ans d'économie, d'investissement et de planification financière prudente s'évaporant dans des comptes numérotés que je pouvais voir mais ne pouvais pas toucher. L'ampleur du vol m'a rendu physiquement malade. 400 000 $ de notre portefeuille d'investissement. 600 000 $ de la ligne de crédit sur valeur domiciliaire que nous n'avions jamais utilisée. 300 000 $ supplémentaires de divers comptes de retraite, tous pris sous forme de prêts qui ne déclencheraient pas d'alertes immédiates. 1 300 000 $ méthodiquement extraits pendant que je dormais à côté d'un étranger qui avait mémorisé mes préférences en matière de café. Mais l'argent n'était que le début. Lorsque j'ai accédé à ma base de données de clients professionnels, j'ai trouvé quelque chose de pire. Les journaux de connexion montraient des accès depuis des adresses IP que je ne reconnaissais pas. Des téléchargements de données financières sensibles de 3 audits d'entreprises majeures que j'avais menés. Des informations qui, entre de mauvaises mains, pourraient faciliter des délits d'initiés valant des dizaines de millions. J'ai consulté le profil professionnel de Madison Val. Représentante pharmaceutique semblait être une couverture maintenant. Son profil LinkedIn montrait des liens avec plusieurs gestionnaires de fonds spéculatifs, du genre qui opéraient dans des zones grises légales et n'étaient pas particulièrement regardants sur l'origine de leurs informations. Son historique de voyage sur les réseaux sociaux correspondait parfaitement à des transactions suspectes sur des actions pharmaceutiques qui avaient eu lieu juste avant des annonces majeures de la FDA. Ils ne me volaient pas seulement. Ils utilisaient ma réputation, mon accès, mes relations avec les clients pour commettre des crimes fédéraux. Chaque connexion non autorisée, chaque fichier volé, chaque transaction suspecte remonterait à mes identifiants. Si cela était découvert, je ne perdrais pas seulement de l'argent. Je perdrais ma licence, ma carrière, potentiellement ma liberté. J'avais besoin d'une aide dépassant ce que Sophia pouvait fournir. Grace Morrison a répondu à la 3e sonnerie, sa voix rauque de sommeil. Nous étions amis depuis qu'elle était une procureure ambitieuse et que je témoignais en tant qu'expert dans des affaires de fraude. Son divorce avec un juge qui acceptait des pots de vin avait mis fin à sa carrière au bureau du procureur, mais avait aiguisé sa compréhension de la façon dont le système faisait défaut aux femmes qui découvraient que leurs maris étaient des criminels. Ava, il est 7 heures du matin un dimanche. J'ai besoin de ton aide. Peux-tu me retrouver à mon bureau? Quelque chose dans ma voix a dû transmettre l'urgence. 20 minutes, dit-elle avant de raccrocher. Grace est arrivée, ayant l'air d'avoir enfilé les premiers vêtements qu'elle avait pu trouver. Ses instincts de procureur étaient toujours vifs malgré 3 ans en pratique privée. Je lui ai tout montré. Les transferts financiers, les données de clients volés, les photographies du contenu de la mallette de Marcus. Elle a étudié les preuves avec l'intensité concentrée qui rendait autrefois les avocats de la défense nerveux. C'est sophistiqué, dit-elle finalement. Un vol d'identité de niveau professionnel combiné à une fraude financière et à de l'espionnage d'entreprise. Mais voici ton problème. Tout est techniquement autorisé. Les identifiants de ton mari ont été utilisés. Ces données biométriques, ces mots de passe sans prouver qu'ils n'étaient pas réellement présents pour ces transactions, tu te retrouves dans une situation de parole contre parole. Mais j'ai la preuve que Marcus Webb l'a usurpé. Un acteur qui pourrait prétendre avoir été engagé pour une raison légitime. Peut-être qu'Eden voulait te surprendre. Peut-être que c'était pour une recherche. Sans Eden ici pour contredire cette histoire, et avec lui probablement prêt à tout nier d'où qu'il se cache, les autorités n'agiront pas assez vite. Le temps qu'ils enquêtent, l'argent aura disparu et les preuves s'évaporeront. Mon téléphone a vibré. Pas mon téléphone habituel, mais celui crypté que Sophia m'avait donné. Je l'avais laissé caché dans le tiroir de mon bureau. La notification indiquait un nouveau message sur une application que je ne reconnaissais pas. Grace s'est penchée pendant que je l'ouvrais. Un seul texte d'un numéro inconnu. Vérifie le vieil téléphone d'Eden. J'ai regardé Grace. Qui d'autre est au courant de ça?
Quelqu'un qui veut que tu trouves quelque chose, dit-elle. On dirait qu'on te laisse des miettes de pain. Nous sommes retournés ensemble à mon appartement. Marcus était toujours à la salle de sport, sa routine du dimanche aussi prévisible qu'une horloge. Je suis allé directement au bureau d'Eden, au tiroir où il gardait les vieux appareils électroniques qu'il prétendait recycler mais ne jetait jamais vraiment. Son précédent iPhone était là. L'écran était fissuré depuis qu'il l'avait fait tomber en sortant d'un taxi il y a 6 mois. J'ai appuyé sur le bouton d'alimentation sans rien attendre. L'écran s'est allumé en vacillant. 5% de batterie, mais vivant. Le téléphone avait reçu des messages pendant des mois alors qu'il était censé être cassé. J'ai ouvert les messages avec des doigts tremblants. Il y avait une conversation avec Madison Val remontant à 8 mois. Des plans, des photos et des détails qui m'ont glacé le sang. La femme ne se doute de rien, avait écrit Eden il y a 3 mois. Marcus est parfait. Le temps qu'elle comprenne, nous serons intouchables. Le message le plus récent datait d'hier. Demain, nous finalisons tout. Notre endroit habituel à Paris, puis nous disparaissons pour toujours. Grace a fixé l'écran du téléphone, son esprit de procureur construisant déjà le dossier. Demain, c'est lundi. S'il prévoit de tout finaliser, nous devons agir ce soir. J'ai senti quelque chose changer en moi. La peur et la confusion se sont cristallisées en une détermination froide. La même concentration qui m'avait aidé à démêler des schémas de fraude de plusieurs millions de dollars allait maintenant protéger ce qui restait de ma vie. J'ai tendu le téléphone à Grace et je me suis dirigé vers mon ordinateur portable avec une nouvelle détermination. « Qu'est-ce que tu fais ?» a demandé Grace. Je tends un piège. Eden a peut-être volé mon argent, mais il a oublié que c'est moi qui sais comment le traquer. Mes doigts ont volé sur le clavier, créant quelque chose de magnifique dans sa simplicité. Un virus financier déguisé en document d'investissement de routine qui apparaîtrait dans notre stockage cloud partagé. Le code était élégant, conçu pour s'activer dès que quelqu'un accéderait à nos comptes joints depuis une adresse IP internationale. Une fois déclenché, il gèlerait chaque transaction, verrouillerait tous les comptes associés et alerterait simultanément les enquêteurs fédéraux d'une activité suspecte. Est-ce que c'est légal? Grace a regardé par-dessus mon épaule. C'est mon propre compte. Je protège mes actifs contre le vol. Complètement légal. J'ai intégré le virus dans des fichiers intitulés « Revue des investissements T3 » et « Documents fiscaux 2024 ». L'arrogance d'Eden serait sa chute. Il vérifiait toujours nos investissements avant les décisions importantes. Une habitude de ses jours à la banque que même le crime n'avait pas brisée. La porte de l'appartement s'est ouverte. Marcus était de retour de la salle de sport, sifflant quelque chose de faux. Grace et moi avons échangé un regard. Elle a compris immédiatement, glissant le téléphone d'Eden dans son sac à main pendant que je fermais mon ordinateur portable. Tu travailles encore un dimanche. Marcus est apparu dans l'embrasure de la porte, un sac de sport sur l'épaule, une sueur de performance parfaite sur le front. Tu devrais vraiment faire une pause. Je finis juste, dis-je, ma voix stable. Grace est passé pour discuter d'une affaire sur laquelle nous collaborons. Il a salué Grace d'un signe de tête avec un charme exercé. Content de vous voir. Restez-vous pour le déjeuner? En fait, dis-je en me levant. Je pensais qu'on pourrait déjeuner à cet endroit à Astoria. Tu sais, où nous sommes allés après notre lune de miel. Ils avaient ce poulpe grillé incroyable. Le sourire de Marcus n'a jamais faibli, mais j'ai vu une lueur de panique dans ses yeux. Nous n'étions jamais allés à Astoria ensemble. Le vrai Eden et moi avions passé notre lune de miel à Santorin, pas en Grèce comme je l'avais mentionné. Mais Marcus ne le savait pas. Astoria, a-t-il répété, gagnant du temps. La petite taverne où nous avons dansé jusqu'à l'aube. Tu as dit que c'était la nuit la plus romantique de ta vie. Grace a observé notre échange comme un match de tennis, reconnaissant le test que j'administrais. La mâchoire de Marcus s'est crispée de manière presque imperceptible. Bien sûr, a-t-il dit finalement, bien que je pensais qu'il était fermé pour rénovation, une fabrication complète pour couvrir son ignorance. L'endroit que j'avais décrit n'existait pas. J'ai souri chaleureusement, jouant le rôle de l'épouse dévouée tout en documentant une autre fissure dans sa performance. Tu as probablement raison. Commandons juste de la nourriture thaïlandaise à la place. Le soulagement sur ses épaules était visible. Grace s'est excusée, emportant l'épreuve avec elle. Pendant que Marcus se dirigeait vers la douche,
j'ai passé 3 appels téléphoniques qui allaient mettre le feu au plan soigneusement élaboré d'Eden. D'abord, Robert Steinberg, PDG de Steinberg Industries et le plus gros client d'Eden. J'ai gardé un ton conversationnel, préoccupé, mais pas alarmé. Robert, je suis vraiment désolé de vous déranger un dimanche, mais j'ai remarqué une activité inhabituelle dans le portefeuille d'investissement de votre entreprise en examinant des comptes adjacents. Rien de grave, probablement juste une erreur de bureau, mais vous voudrez peut-être que votre équipe y jette un œil. La graine du doute était plantée, arrosée juste assez d'inquiétude pour déclencher un audit interne qui découvrirait des anomalies menant à l'accès non autorisé d'Eden. Deuxième appel, Jennifer Wu chez Phoenix Capital. Même approche, angle différent. Un transfert mystérieux qui ne correspondait pas à leurs schémas habituels. Si étrange, probablement rien, mais ça vaut la peine de vérifier. Troisième, David Martinez chez Meridian Financial. Le lundi matin, 3 grandes entreprises découvriraient des failles de sécurité qui remonteraient toutes à des identifiants associés à Eden Mercé. Mon téléphone a sonné alors que je terminais le 3e appel. L'identifiant de l'appelant montrait la maison de retraite de ma mère dans le New Jersey. Ma poitrine s'est serrée. Les appels du dimanche après-midi signifiaient généralement des urgences médicales. Madame Chin, la voix appartenait à Nancy, la directrice de l'établissement. Votre mère va bien, mais elle est assez agitée. Elle insiste sur le fait que quelqu'un ment à propos de la visite de votre mari. J'arrive tout de suite. Le trajet jusqu'au New Jersey a duré 90 minutes. Marcus croyait que je gérais une crise avec les médicaments de ma mère. L'établissement était niché parmi des arbres qui commençaient tout juste à dorer. Un cadre paisible pour des vies dans leur dernier chapitre. La chambre de ma mère donnait sur le jardin, des photos couvraient chaque surface, ses souvenirs rendus tangibles. Ava. Elle a attrapé mes mains dès que je suis entré, sa poigne plus forte que ses 82 ans ne le laissait supposer. Cette femme ment. Je lui ai dit qu'Eden était ici le mois dernier, mais elle dit qu'il n'y a aucune trace. Nancy se tenait dans un coin, l'air désolé. Le registre des visiteurs ne montre aucune entrée, mais Madame Chin est catégorique. La démence de ma mère en faisait un témoin peu fiable dans la plupart des situations, mais elle avait des moments de clarté surprenante, surtout sur les événements récents. Raconte-moi sa visite, maman. Il est venu un jeudi. Je m'en souviens parce que c'était le jour du pudding. Il a posé des questions sur l'assurance vie de ton père. Il voulait savoir s'il y avait d'autres polices en plus de celles que tu connaissais. Je lui ai parlé de la police de Northwestern Mutual, celle dont ton père ne t'avait jamais parlé. Eden a dit qu'il voulait s'assurer que tu étais protégé. Mon sang se glaça. Il y avait eu une autre police, que je n'avais découverte qu'après la mort de papa. 500 000 $ qui avaient servi à payer les soins de maman. Peu de gens le savaient. A-t-il posé des questions sur autre chose? Le coffre-fort. Il voulait savoir quelle banque, ce qu'il y avait dedans. Je lui ai parlé de la collection de pièces de monnaie de ton père, celle qu'il pensait avoir de la valeur un jour. Je l'ai embrassé sur le front, promettant de revenir bientôt, et je suis sorti dans le couloir avec Nancy. Vérifiez vos enregistrements de sécurité du mois dernier. Tous les jeudis. Nancy a sorti les fichiers sur sa tablette. Nous avons fait défiler des semaines d'enregistrement. Des résidents qui vont et viennent, des familles en visite, des changements de personnel. Et puis il était là. Le 15 août, 14h47. Eden entrant par la porte d'entrée, signant le registre des visiteurs, passant 43 minutes avec ma mère. Mais le registre que Nancy a sorti, la feuille de présence physique, photographiée et archivée. Le nom d'Eden n'y figurait pas. La page montrait un vide, comme si cette ligne avait été entièrement sautée. Il l'a signé, a dit Nancy, déconcertée. Je l'ai vu le signer. Quelqu'un avait modifié numériquement l'image archivée, supprimant sa signature avec une précision chirurgicale, mais il n'avait pas pensé à vérifier les enregistrements de sécurité. Eden planifiait cela depuis des mois, recueillant des informations sur chaque actif, chaque police, chaque source d'argent possible. Il avait même ciblé ma mère, exploitant ses souvenirs confus pour des détails financiers. Je suis revenu du New Jersey avec les enregistrements de sécurité de Nancy sauvegardés sur mon téléphone. Une autre pièce à conviction dans la montagne croissante de la tromperie d'Eden. Le trafic du dimanche soir avançait lentement, me donnant le temps de digérer la cruauté calculée de rendre visite à ma mère,
d'extraire des informations financières d'une femme dont l'esprit dérivait entre les décennies comme une radio cherchant des signaux. Mon téléphone a vibré avec un message de Kai. Son vol avait atterri à Charles de Gaulle il y a 3 heures. Les photos jointes m'ont fait serrer les mains sur le volant. Eden et Madison au bureau de change de l'aéroport, sa main sur le bas de son dos avec une intimité désinvolte. Une autre photo les montrait montant dans un taxi. La tête de Madison penchée vers son épaule. Tous deux riant de quelque chose sur son téléphone. L'horodatage indiquait 16h47, heure de Paris. La photo suivante m'a coupé le souffle un instant. Il se tenait à la réception de l'hôtel Lancaster sur les Champs-Élysées, un endroit où les chambres commençaient à 800 € la nuit. Madison portait un bracelet en diamant que je reconnaissais. Celui qu'Eden était censé avoir acheté pour le 70e anniversaire de sa mère il y a 6 mois. Le langage corporel entre eux parlait d'un confort habituel, du genre qui se développe sur des années, pas des mois. La façon dont elle ajustait son col, la façon dont il la guidait à travers le hall avec une confiance propriétaire. Ce n'était pas une liaison récente. C'était une relation qui aurait pu précéder tout notre mariage. Je suis arrivé dans le garage de notre immeuble à 20h30 pour trouver Marcus faisant les 100 pas près de l'ascenseur, son téléphone collé à l'oreille. Quand il m'a vu, son visage s'est réarrangé en une expression de préoccupation, mais pas assez vite pour cacher l'éclair d'anxiété en dessous. « Te voilà », dit-il en terminant brusquement son appel. Je commençais à m'inquiéter. « Comment va ta mère ? » Elle va bien, juste confuse à propos de vieux documents financiers. Je l'ai regardé traiter cette information, j'ai vu la légère détente de ses épaules quand je n'ai pas élaboré. De retour dans notre appartement, j'ai pris une décision qui allait soit tout exposer, soit détruire ma chance d'obtenir justice. Assise en face de Marcus à notre table de salle à manger, j'ai sorti mon téléphone avec une désinvolture délibérée. J'ai réfléchi, dis-je en faisant défiler mon calendrier. Notre anniversaire approche le mois prochain. 8 ans depuis ce dîner où nous nous sommes rencontrés. Marcus a hoché la tête, sa formation d'acteur gardant son expression neutre malgré le fait qu'Eden et moi étions mariés depuis 7 ans, pas 8. Un autre test échoué. Je veux faire quelque chose de spécial. Une fête surprise mardi matin avant l'ouverture des marchés. Inviter tous tes collègues de la firme, tes plus gros clients. Leur montrer l'appartement. Servir du champagne et ces petites pâtisseries de cet endroit français que tu aimes tant. Ses yeux ont vacillé de confusion. Mardi matin. C'est un timing inhabituel pour une fête. Tu as toujours dit que les meilleures affaires se font avant le petit déjeuner. De plus, ce serait mémorable. Différent. J'ai ouvert mes contacts, laissant l'enthousiasme colorer ma voix. Je m'occupe de tout. Tu n'as qu'à envoyer les invitations ce soir. Fais en sorte que ça ait l'air exclusif, urgent. Dis-leur qu'il est important qu'ils viennent. Marcus a hésité, essayant clairement de savoir si cela faisait partie de son scénario ou si c'était quelque chose d'inattendu. Mais refuser briserait le personnage et maintenir sa couverture était primordial. Si c'est ce que tu veux, dit-il finalement. Parfait. Envoie-les maintenant pendant que je prépare le dîner. Je veux voir leur réponse. Je l'ai regardé composer le message sur son téléphone, ses doigts se déplaçant avec réticence sur l'écran. Collègues de banque d'investissement, clients majeurs, des gens dont la présence serait impossible à expliquer lorsque les agents fédéraux arriveraient. En quelques minutes, les réponses ont commencé à arriver. Confusion mêlée d'accord. Quand Eden Mercé demandait votre présence, vous veniez. En préparant notre dernier dîner ensemble, j'ai ressenti une vague de sympathie inattendue pour Marcus Webb. C'était un acteur raté du Queens qui pensait avoir sa chance, jouant un rôle pour ce qu'il supposait probablement être une émission de télé-réalité ou une farce élaborée. Au lieu de cela, il était devenu un complice de crimes fédéraux. Piégé dans une performance où les enjeux étaient des peines de prison, pas de mauvaises critiques. J'ai préparé du saumon avec des asperges. Simple et rapide. Marcus était assis à l'îlot de cuisine, maintenant l'illusion de la normalité domestique alors que nous savions tous les deux que quelque chose avait fondamentalement changé. Le scénario qu'il avait mémorisé ne correspondait plus à la scène qui se jouait. Du vin, ai-je proposé, tenant une bouteille du Malbec que nous partagions habituellement le dimanche soir. Il a secoué la tête rapidement. Je ne me sens pas bien. Je crois que je couvre quelque chose. La première fois en 3 mois qu'il refusait de l'alcool. Ses instincts lui criaient des avertissements,
même si son esprit conscient n'avait pas encore pleinement traité le danger. Je me suis versé un verre, ayant besoin du courage liquide pour ce qui allait arriver. Marcus, dis-je doucement, et tout son corps s'est raidi. Je n'ai jamais appelé Eden par le mauvais nom. Je sais qui tu es. Le silence s'est étiré entre nous comme une corde raide. Son visage a traversé un cycle d'émotions, surprise, peur, calcul, et enfin résignation. Quand il a parlé, l'accent britannique avait disparu, remplacé par un pur accent de Brooklyn. Depuis combien de temps tu sais? Depuis mardi matin. Quand ma sœur a vu le vrai Eden embarqué dans un avion pendant que tu étais assis dans notre salon. Il a mis sa tête dans ses mains, le geste si authentiquement humain que ma colère a vacillé. Je n'étais pas au courant des crimes. Je veux dire, il a dit que vous étiez séparés, qu'il avait besoin de quelqu'un pour garder la maison, maintenir les apparences pour des raisons professionnelles, il m'a payé 20 000 en liquide pour prétendre être lui pendant 3 mois. J'ai trouvé ça bizarre mais légal. Tu as vraiment cru ça? Je voulais. Sa voix s'est légèrement brisée. Je passe des auditions depuis 15 ans, je sers des tables, je conduis des camions de livraison, je regarde des acteurs plus jeunes obtenir les rôles que je voulais. Puis ce type se présente, m'offre plus d'argent que je n'en ai jamais vu pour jouer un rôle. Je n'ai pas posé de questions parce que je ne pouvais pas me le permettre. Mon téléphone a vibré avec un message de Grèce. Le FBI intervient demain matin. Tout est en place. J'ai regardé Marcus, cet étranger qui avait dormi dans mon lit, mangé à ma table, participé à une tromperie qui avait détruit ma vie. Mais assise en face de lui maintenant, voyant la défaite sur ses épaules, j'ai reconnu une autre victime de la manipulation d'Eden. Demain matin, des agents fédéraux vont arriver. Les personnes que tu as invitées seront là pour en être témoins. Tu peux soit être arrêté en tant que co-conspirateur, soit coopérer en tant que témoin. Témoin, dit-il immédiatement. Mon Dieu, témoin. J'ai des documents, des enregistrements. Il m'a fait tout garder au cas où tu deviendrais suspicieuse. Il a dit que c'était une assurance. Marcus a passé la nuit sur notre canapé après m'avoir montré une clé de garde-meuble où il avait tout conservé. Contrat, enregistrement d'appel téléphonique avec Eden, instructions détaillées pour maintenir la tromperie. Nous avons à peine dormi, tous les deux attendant l'aube qui mettrait fin à cette performance élaborée. À 5h47, mon téléphone a sonné. Ils les ont eus, a dit Kai, sa voix portant un mélange d'épuisement et de satisfaction. La police française les a arrêtés à Charles de Gaulle. Ils essayaient d'embarquer sur un vol de correspondance pour la Suisse. Je l'ai mis sur haut-parleur pour que Marcus puisse entendre. Il s'est redressé sur le canapé, la couverture que je lui avais donnée enroulée autour de sa taille, ressemblant à un homme sur le point d'entendre son propre verdict. L'arrestation a été spectaculaire, a poursuivi Kai. Ils étaient dans le salon premium quand la police est arrivée. Madison a commencé à pleurer, affirmant qu'elle ne savait rien de ces crimes. Mais Eden, son sang-froid s'est finalement fissuré. Il a essayé de courir. Ils l'ont plaqué au sol juste là, devant tout le monde. Quelqu'un l'a filmé. C'est déjà sur les chaînes d'information européennes. Marcus a fermé les yeux, réalisant peut-être à quel point il était passé près de se retrouver lui-même menotté. Je suis allé à la cuisine et j'ai commencé à faire du café, mes mains stables malgré l'adrénaline qui parcourait mon système. L'appartement allait bientôt se remplir de témoins de l'aboutissement de la tromperie d'Eden. À 7h30, les premiers invités ont commencé à arriver. Robert Steinberg de Steinberg Industries, l'air confus mais curieux. Jennifer Wu de Phoenix Capital, impeccablement vêtue malgré leur inhabituel. David Martinez, plusieurs associés juniors de la firme d'Eden, des clients dont les portefeuilles représentaient des milliards d'actifs gérés. Ils se sont regroupés dans notre salon, acceptant du café et échangeant des banalités maladroites sur l'urgence mystérieuse de l'invitation. J'espère que ça en vaut la peine, Eden, a dit Robert à Marcus, qui se tenait figé près de la fenêtre. J'ai annulé une réunion de petit déjeuner avec l'équipe de Séoul. Marcus m'a regardé, la panique évidente dans ses yeux. Le scénario ne l'avait pas préparé à cela. J'ai fait un pas en avant, jouant l'hôtesse gracieuse une dernière fois. Merci à tous d'être venus. Je sais que le moment est inhabituel, mais vous comprendrez dans un instant pourquoi votre présence est si importante. À 7h58, j'ai entendu des pas dans le couloir. Plusieurs paires de pas se déplaçant avec détermination. Marcus les a entendus aussi,
son visage devenant pâle. La sonnette a retenti une fois, formellement, suivie immédiatement de coups fermes. Agents fédéraux, nous avons un mandat. La pièce a éclaté en murmures confus alors que j'ouvrais la porte. 6 agents du FBI sont entrés. Leur présence a immédiatement transformé notre appartement de rassemblement social en scène de crime. L'agent principal, une femme aux cheveux gris acier et aux yeux qui ne manquaient rien, a brandi ses insignes. Agent Sarah Brennan, division des crimes financiers du FBI. Nous recherchons Eden Mercer. C'est moi, a dit Marcus, son accent de Brooklyn transperçant le vernis britannique. Sauf que ce n'est pas moi. Je veux dire, il a regardé l'agent Brennan avec un soulagement désespéré. Je veux coopérer. J'ai des preuves. J'ai été engagé pour l'usurper. La pièce est tombée dans le silence, à l'exception de la tasse de café de quelqu'un heurtant une soucoupe un peu trop fort. La bouche de Robert Steinberg s'est ouverte et fermée comme un poisson cherchant de l'air. Jennifer Wu a sorti son téléphone, calculant probablement l'exposition de sa firme à ce qui se déroulait. Monsieur Webb, a dit l'agent Brennan, connaissant clairement déjà son vrai nom. Vous êtes en état d'arrestation pour complot en vue de commettre une fraude, vol d'identité et blanchiment d'argent. Alors qu'il me notait Marcus, il m'a regardé avec quelque chose qui ressemblait à de la gratitude. Le garde-meuble sur Queens Boulevard, dit-il rapidement. Unité 447. Tout est là. Pendant que les agents lisaient ses droits à Marcus, mon ordinateur portable a sonné avec une notification que j'attendais. Le virus financier s'était activé. Sur mon écran, j'ai regardé en temps réel des comptes aux Caïmans, en Suisse et à Chypre se geler simultanément. 47 millions de dollars de fonds volés, figés dans l'ambre numérique. Les registres des transactions ont été automatiquement transmis aux procureurs fédéraux, à l'IRS, à la SEC. Toutes les agences qu'Eden pensait avoir évitées avaient maintenant un dossier complet de ces crimes. Madame Mercer, l'agent Brennan s'est approché de moi pendant que son équipe sécurisait Marcus. Nous aurons besoin que vous veniez avec nous pour une déclaration formelle. Bien sûr, mais d'abord, ces gens méritent de savoir pourquoi ils sont ici. J'ai pris mon téléphone, trouvant l'enregistrement de l'appel de Kay de mardi matin. Sa voix a rempli la pièce, claire et professionnelle. Je dois te demander quelque chose d'étrange. Ton mari, est-ce qu'il est à la maison en ce moment? L'enregistrement s'est poursuivi à travers ses premiers moments de découverte. Les cadres réunis ont écouté avec une compréhension croissante, la réalisation se dessinant sur leur visage. Ils n'étaient pas là pour une fête d'anniversaire. Ils étaient témoins du dénouement d'une fraude massive qui aurait pu détruire leurs entreprises. Votre mari, a déclaré l'agent Brennan en s'adressant à la salle pendant que son équipe travaillait, a volé des secrets d'entreprise et facilité des délits d'initiés en utilisant des informations obtenues grâce au travail de comptabilité judiciaire de sa femme. L'homme que vous rencontriez depuis 3 mois était Monsieur Webb, engagé pour maintenir l'illusion pendant que le vrai Eden Mercer tentait de fuir avec des actifs volés. David Martinez s'est effondré sur notre canapé, calculant l'exposition de sa firme. Jennifer Wu était déjà au téléphone avec son équipe juridique, mais Robert Steinberg s'est approché de moi, son expression passant du choc à quelque chose qui ressemblait à de l'admiration. Vous l'avez découvert. Vous avez monté tout ça. J'ai hoché la tête, soudainement épuisé. Il comptait sur le fait que je ne remarquerais rien ou que je ne pourrais pas le prouver si je le faisais. Les irrégularités d'audit que vous avez mentionnées dimanche étaient réelles. Vos systèmes ont été compromis, mais maintenant le FBI a tout ce dont il a besoin pour tracer exactement ce qui a été pris et comment. Le téléphone de l'agent Brennan a vibré. Elle a répondu, écoutez, puis m'a regardé. Les autorités françaises confirment qu'elles détiennent Eden Mercer et Madison Val. Ils seront extradés pour faire face à des accusations ici. L'appartement qui avait été notre maison, notre sanctuaire, était maintenant une scène de crime. Les agents ont tout photographié, recueilli des preuves, traité notre vie commune comme des pièces à conviction dans une affaire fédérale. Les témoins assemblés sont partis progressivement, chacun s'arrêtant pour offrir des condoléances maladroites ou une gratitude confuse. Alors que le dernier agent se préparait à partir, l'agent Brennan m'a tendu une carte. Nous aurons besoin de votre témoignage. Votre travail d'expertise comptable, le virus que vous avez créé pour suivre l'argent, c'est le fondement de notre dossier. Je serai là, dis-je, et je le pensais. L'appartement est tombé dans le silence. Je me tenais dans notre cuisine, entouré des restes de la dernière performance de Marcus, sa tasse de café encore sur le comptoir,
la couverture qu'il avait utilisée sur le canapé, les notes qu'il avait cachées dans tout l'appartement pour se souvenir de ses répliques. Des accessoires dans une pièce de théâtre qui avait finalement pris fin. Mon téléphone a vibré avec une alerte d'actualité. Vidéo de Charles de Gaulle, tremblante mais claire. Eden me notait, son sang-froid parfait brisé, conduit à travers l'aéroport tandis que les voyageurs s'arrêtaient pour regarder. Madison à côté de lui, son maquillage de créateur strié de larmes, son rêve parisien se terminant en garde à vue française. J'ai regardé la vidéo une fois de plus avant de fermer mon ordinateur portable. L'arrestation d'Eden se déroulant dans une vidéo d'aéroport granuleuse qui était devenue d'une manière ou d'une autre le clip le plus regardé sur les chaînes d'information financière. L'horodatage dans le coin indiquait, il y a 6 mois, mais j'avais l'impression qu'une vie s'était écoulée depuis ce mardi matin où mon monde s'était scindé en deux. L'appartement était maintenant vide autour de moi. Nos meubles vendus ou donnés, les murs portant des rectangles pâles là où des œuvres d'art étaient autrefois accrochées. Les déménageurs avaient pris les dernières boîtes hier, ne laissant que les échos d'un mariage qui avait été plus une performance qu'un partenariat. Je me tenais aux fenêtres surplombant Manhattan, les clés lourdes dans ma main, attendant le gérant de l'immeuble, qui en prendrait possession dans 20 minutes. La procédure de divorce s'était déroulée avec une rapidité inhabituelle une fois que les procureurs fédéraux avaient présenté leur dossier. L'avocat d'Eden, travaillant depuis un centre de détention français tout en luttant contre l'extradition, avait peu de poids face aux preuves de fraude, de vol d'identité et de complot. La juge, une femme qui avait vu assez de crimes financiers pour reconnaître un comportement prédateur, avait été particulièrement peu sympathique envers un mari qui avait engagé un acteur pour se remplacer tout en liquidant les actifs matrimoniaux. Le règlement m'a laissé plus que ce à quoi je m'attendais. Le produit de la vente de l'appartement, les fonds récupérés des comptes gelés et des dommages et intérêts que la compagnie d'assurance d'Eden a payés plutôt que de faire face à un procès public. L'argent ne pouvait pas racheter 3 mois à dormir à côté d'un étranger ou 7 ans avec un homme capable d'une telle tromperie, mais il pouvait acheter la liberté de reconstruire. Mon téléphone a sonné, affichant un rappel de rendez-vous client. L'ironie ne m'a pas échappé que mon traumatisme était devenu ma spécialité. L'espace de bureau que j'avais loué dans le Flatiron District portait une simple plaque en laiton. Chin Forensic Consulting, spécialiste de la protection des actifs matrimoniaux et de la vérification d'identité. Ce qui avait commencé par des recommandations de bouche à oreille était devenu une liste d'attente de femmes qui soupçonnaient que leur réalité avait été modifiée. Pas plus tard que la semaine dernière, j'avais aidé une chirurgienne de l'Upper East Side à découvrir que son mari de 15 ans utilisait la technologie de deepfake pour apparaître à des conférences médicales alors qu'il dirigeait en réalité un cabinet séparé à Miami. La semaine d'avant, une productrice de Broadway avait appris que son conjoint avait engagé 3 sosies différents pour maintenir des alibis dans plusieurs villes. Chaque cas ressemblait à l'excavation de couches de tromperie avec les mêmes outils qui avaient sauvé ma propre vie. Le gérant de l'immeuble est arrivé, acceptant les clés avec un détachement professionnel. Alors que je descendais en ascenseur pour la dernière fois, mon téléphone a vibré avec un message de Kai. Giovanni S à 7 heures. C'est ma tournée. Giovanni S n'avait pas changé en 40 ans. Servant toujours les mêmes recettes de sauce rouge que notre grand-mère avait déclaré être la seule nourriture italienne acceptable en dehors de Naples. Les banquettes en vinyle restaient rapiécées avec du ruban adhésif. Les nappes à carreaux portaient des décennies de taches de vin et le fils du propriétaire ne pouvait toujours pas prononcer « bruschetta » correctement bien qu'il soit un Italo-américain de 3e génération. Kai attendait à notre table d'angle habituelle. Une bouteille de Chianti déjà ouverte. Elle s'est levée quand elle m'a vu, me prenant dans ses bras dans une étreinte qui a duré plus longtemps que nécessaire. Nous nous étions rapprochés à travers cette épreuve. Le traumatisme partagé créant un lien qui allait au-delà de la sororité. « Tu l'as fait » dit-elle en versant du vin dans des verres qui semblaient avoir survécu aux 2 guerres mondiales. L'appartement est vraiment parti. J'ai rendu les clés il y a 20 minutes. J'ai pris une gorgée. Le vin bon marché avait le goût des dîners du dimanche de l'enfance. C'est étrange. 7 ans effacés en un après-midi. Pas effacés, transformés. Kai a levé son verre. À la femme qui a découvert que son mari était à 2 endroits à la fois et a fait tomber un réseau de fraude internationale. À la pilote qui a passé l'appel qui m'a sauvé la vie, ai-je rétorqué. Nous avons bu, le rituel étant plus important que le vin. Kai avait porté la culpabilité de ce matin pendant des mois. Convaincu qu'elle avait détruit mon mariage avec un seul appel téléphonique. J'avais essayé de lui expliquer qu'elle avait révélé la destruction, pas l'avait causée.
Mais la culpabilité du survivant ne répond pas bien à la logique. J'ai quelque chose pour toi, dit-elle en sortant une enveloppe de son sac. C'est arrivé à mon immeuble hier, adressé à toi, à mon attention. L'adresse de l'expéditeur indiquait Dayton, Ohio. L'écriture de Marcus Webb, soignée et précise. Je l'ai ouverte lentement, ne sachant pas si je voulais avoir des nouvelles de l'homme qui avait vécu ma vie pendant 3 mois. Cher Ava, commençait la lettre. Je voulais vous contacter maintenant que les procédures judiciaires sont terminées. D'abord, merci de ne pas avoir porté de charges supplémentaires. Le FBI en avait assez sans votre témoignage pour me donner une probation et des travaux d'intérêt général au lieu de la prison. J'enseigne des cours de théâtre dans un collège communautaire ici. J'utilise enfin mes compétences pour quelque chose d'honnête. Je parle à mes étudiants de ces 3 mois, de la façon dont la meilleure performance de ma vie a aussi été la pire chose que j'ai jamais faite. Certains rôles, je leur dis, ne valent pas la peine d'être joués, peu importe combien ils paient. Je pense à vous parfois, me demandant comment quelqu'un se remet de ce qu'Eden a fait. Puis je lis des articles sur votre nouvelle firme, sur les femmes que vous aidez, et je comprends que vous avez transformé le poison en remède. C'est une sorte de force dont je ne connaissais pas l'existence. Le garde-meuble contenait un article que je n'ai pas donné au FBI. Une photo de votre mariage qui était dans le dossier d'instruction d'Eden. Vous aviez l'air vraiment heureuse. Je suis désolé d'avoir contribué à vous enlever cela. J'espère qu'un jour vous trouverez quelque chose de réel pour remplacer ce qui a été volé. Avec un regret sincère et une admiration véritable, Marcus Webb. Plié à l'intérieur de la lettre se trouvait la photographie, Eden et moi coupant notre gâteau de mariage. Tous les deux riant de quelque chose hors champ. J'ai étudié mon moi plus jeune, essayant de me souvenir de ce qui avait été assez drôle pour provoquer une joie si sincère. Le souvenir ne voulait pas revenir. Il semble vraiment désolé, a observé Kai, lisant par-dessus mon épaule. Il était aussi une victime, à sa manière. Eden a détruit plusieurs vies en courant après de l'argent qui est maintenant gelé par les autorités fédérales. J'ai rangé la photo dans l'enveloppe. Marcus a juste eu le malheur d'être assez désespéré pour accepter le rôle. Nous avons commandé notre plat habituel, pasta arrabbiata pour moi, linguine vongole pour Kai, avec assez de pain à l'ail pour inquiéter un cardiologue. Les saveurs familières avaient le goût de la maison, de la continuité dans une vie qui avait été complètement réinventée. Et maintenant, a demandé Kai, en roulant des pâtes avec une aisance exercée. Rebecca Harrison demain. PDG d'une start-up technologique. Elle pense que son mari utilise peut-être l'IA pour simuler des voyages d'affaires. Puis jeudi, l'affaire Whitman. Je parlais de toi, pas de ton travail. J'ai réfléchi à la question, la laissant s'installer entre nous comme un autre convive. Il y a 6 mois, je pensais que mon avenir était tracé dans une prévisibilité confortable. Maintenant, à 37 ans, j'étais célibataire, réussissant dans un domaine que j'avais inventé, et complètement incertaine de tout, sauf de mon prochain rendez-vous client. Je ne sais pas, ai-je admis, me surprenant par mon honnêteté. Et c'est étrangement libérateur. Si cette histoire de vengeance calculée vous a captivé jusqu'à la toute fin, cliquez sur le bouton « J'aime » dès maintenant. Ma partie préférée a été quand Ava a servi à Eden ses scampis de crevettes préférées, sachant qu'il était mortellement allergique et regardant l'imposteur les manger sans la moindre réaction. Quel a été votre moment le plus renversant? Dites-le dans les commentaires ci-dessous. Ne manquez pas d'autres histoires captivantes de trahison et de justice. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne jamais manquer une mise en ligne.